La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoleté. La voix du peuple, une émission du peuple, par le peuple. Bonjour à toutes et à tous, cela dépend d'où vous nous suivez sur Radio Canal K, sur Radio Avoleté. Nous sommes ici en Suisse à Montreux, derrière nous vous voyez déjà le lac avec de beaux paysages. Bienvenue également dans cet entretien exclusif. Et José Kizebo l'a dit, si nous nous couchons, nous sommes morts. Dans l'Ara, en Sahara. Mais suivi ces patriotiques dans le monde entier, les Africains et les... Nous allons en parler avec Dr Boga Sako. On va faire aussi un tour sur la politique ivoirienne. Dr Boga Sako qui vient de la Côte d'Ivoire, Abidjan. Bonjour Dr Boga Sako. Oui, bonjour cher ami Amos Sylvain. Bienvenue en Suisse. Mais je vous en prie, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je sais que tu es un grand panafricain. Je vous en prie. Et en même temps, président fondateur de FIDO. Tout à fait, la Fondation internationale pour l'observation et la surveillance des droits de l'homme et de la vie pacifique. D'accord. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire, élections municipales, élections régionales. Mais on a beaucoup critiqué Ouattara, mais à la surprise générale, le parti de Ouattara a encore remporté ces élections. Comment l'expliquez-vous? L'explication, on peut la trouver à deux niveaux. D'abord, je précise que mon organisation, la FIDOP, a même participé en tant qu'observateur indépendant de ces élections. Et donc, quand je disais qu'on peut voir la victoire écrasante du parti au pouvoir, deux raisons, pour ne pas dire, voilà, trois, mais deux principalement. La première raison, c'est que le système électoral lui-même, il est à mettre en cause. Il est à mettre en cause... que le jeu est pipé d'avance. Oui, c'est ce que l'on constate, parce que nous, on a observé l'élection. Le jour J, il y a eu beaucoup de défaillances, beaucoup de dysfonctionnements dans les bureaux de vote. L'élection s'est déroulée le 2 septembre. 2023, il faut le rappeler, et une ou deux semaines après, on a eu les sénatoriales. Il faut dire qu'en ayant été donc des observateurs indépendants de ces élections, on a pu remarquer que beaucoup de dysfonctionnements, des retards par-ci par-là, des défaillances au niveau des tablettes. Donc le jeu électoral n'était pas assez clair, assez propre pour que nous puissions avoir des élections démocratiques irréprochables. Mais mieux, c'est que après toutes les réclamations, ce que nous est donné de voir, parce que le Conseil d'État a été saisi par plusieurs candidats, des candidats du parti au pouvoir, des candidats de l'opposition, des candidats indépendants, ce qui montre très clairement que tout cela ramène à ce que la commission électorale indépendante est défaillante. Or, c'est l'appareil qui organise l'élection. Donc, le de l'élection est défaillant, ma foi, le résultat est discutable. Et donc, la première raison principale, c'est celle-là. Donc, bien que la FIDOP et ses observateurs sur le terrain, on en avait une 300aine sur le terrain, on n'est pas vu de façon visible, il n'en demeure pas moins que les listes électorales sont en cause. Parce qu'avant même que l'élection n'ait lieu, beaucoup de reproches étaient faits à l'encontre des listes électorales qui comportent des personnes décédées, des personnes enregistrées d'une ville à une autre. Par exemple, je suis habitué à voter ici, jour de l'élection, je me retrouve dans une autre ville. Tous ces systèmes-là font que les électeurs sont déroutés, sont déboussolés, et voilà. Mais ce n'est pas à nous, société civile, d'aller faire ce travail-là. Il appartient aux politiques qui sont dans la compétition de vérifier les listes électorales. Par exemple, nous, on n'a pas droit aux listes électorales, mais les candidats ont droit aux listes électorales. Donc, c'est à eux de faire ce travail-là. S'il n'a pas été fait, évidemment, on va assister à la razzia du parti au pouvoir, même si nous mettons en cause le système électoral. Et nous, la FIDOP, nous avons adressé un message au président de la République, le président Ouattara, on lui a adressé une lettre ouverte, lui demandant de faire tout pour que la commission électorale soit refondée, de fond en comble, de façon à ce que nous puissions avoir en 2025 une élection présidentielle irréprochable qui ne nous entraîne pas encore dans une crise post-électorale comme on a connu en 2010. D'accord. Donc, du coup, quand on parle d'élection, oui, la Côte d'Ivoire est encore mal partie. Elle est très mal partie. Et la deuxième raison, il appartient aux partis politiques de l'opposition notamment de se remettre en cause. Parce que ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que c'est quand même, c'est trop facile aussi
de s'appuyer uniquement sur la commission électorale. Donc, vous voulez insinuer qu'on doit renouveler la classe politique. Mais cela va sans dire. À un moment donné, je pense qu'il faut se remettre en cause. Nous avons depuis un certain moment une classe politique, que ce soit du pouvoir ou de l'opposition, qui n'a plus rien à proposer aux Ivoiriens de façon concrète. On a toujours resté dans un jeu tripartite. Trois grands de la classe politique aujourd'hui. Dieu a rappelé le président Henri Konan Bédié, M. Laurent Gbagbo, aujourd'hui il est rayé de la liste électorale. À un moment donné, M. Ouattara lui-même, moi je pense, devrait pouvoir en tirer les leçons de façon à ce qu'on ait de nouveaux acteurs politiques en Côte d'Ivoire et même pour le continent africain. Parce que je veux dire, blanc, bonnet, bonnet blanc, c'est pareil. D'accord. On va arriver. Blanc, bonnet, bonnet blanc, c'est pareil. Tout à fait. Maintenant, vous avez suivi avec un esprit d'éveil patriotique. Absolument. Ce réveil patriotique qui a commencé avec les populations africaines, surtout en Afrique subsaharienne. C'est ça. Plus tard, ce sont les militaires, que ce soit en Guinée-Conakry, au Gabon, en Côte d'Ivoire, ou je ne parle pas de la Côte d'Ivoire d'abord. Mais le Niger, au Mali, au Burkina la Faso. Guinée, oui. Alors, ces coups d'État ont été bien argumentés par certains Africains, d'autres disent que non, il ne va pas y avoir ces coups d'État. Vous avez suivi également ces discours patriotiques et souverainistes, salués par beaucoup d'Africains. Mais est-ce qu'on construit un pays que sur de simples discours? Très bien. Alors, avant d'en arriver à la question des discours, je veux dire que si l'Afrique, dans sa majorité, applaudit des poutistes, mais c'est un échec des élites, des cadres, des intellectuels, de façon générale. Parce que ce qui se passe, c'est quoi? C'est que même pour critiquer les dirigeants africains, qui plutôt que de penser à l'intérêt général, pensent à leurs propres intérêts, mais vous trouverez des cadres qui applaudissent plutôt, puisque dans le livre que j'ai écrit qui s'appelle Afrique, Liberté, Conditions pour une Afrique libre et émergente, qui est sorti en 2017 aux éditions universitaires européennes à Berlin, là-dedans, ce sont les élites africaines que j'accuse. Les dictateurs que nous avons en Afrique, là, ils ne gouvernent pas seuls. Ils gouvernent avec des intellectuels. Oui, en connivence avec eux. Des professeurs d'université, des professeurs de droit, etc. Donc si on n'est pas capable de faire la différence entre le bien et le mal, la malgouvernance et la bonne gouvernance, il ne faut pas seulement indexer les dictateurs. Nous sommes tous coupables. Et quand je dis, moi, nous faisons notre travail de critique, mais on ne doit pas pouvoir le faire seul. De mon point de vue, les élites africaines devraient aussi le faire dans leur grande majorité. C'est cet échec-là qui fait que les jeunes poutistes prennent les armes pour renverser les différents dirigeants. Alors, pour ce discours, beaucoup d'Africains sont contents, émerveillés. Oui. On dit oui, maintenant, on devient beaucoup plus fort en écoutant ces discours. Alors, comment établir un rapport de force quand on a fini de tenir ces discours? Un rapport de force sur tous les plans. Oui, de ce point de vue-là, ce sont les jeunes militaires qui estiment que les politiques font tourner l'Afrique en rond. Donc, à un moment donné, ils prennent leurs responsabilités. Par exemple, prenons le cas du Niger. Le président Bazoum a été élu 1 an, 2 ans après, il est renversé. Mais pourquoi est-il renversé? Mais parce que non seulement le terrorisme progresse, mais en plus, le président, il passe son temps à garder les relations avec l'ancienne puissance coloniale, notamment la France. Regardez aujourd'hui le cas du Niger. Le pays qui fournit l'uranium à 50% à la France, il n'a même pas d'eau, il n'a pas d'électricité. Et vous voulez que les populations continuent de regarder cela? Donc, quelque part, si les populations applaudissent les poutistes, c'est parce qu'elles n'ont pas de satisfaction de la part de leurs dirigeants. Donc, quelque part, c'est aux élites de prendre conscience et de faire changer les choses. On a assisté, c'est vrai, à des beaux discours à la tribune des Nations Unies, à la 78e Assemblée Générale, mais ça ne suffit pas. Donc, les militaires qui pensent pouvoir faire mieux que les civils au pouvoir, les soi-disant présidents élus, c'est à ces militaires-là de nous donner une nouvelle recette pour qu'on dise ils avaient raison. Parce que dans mon pays... Alors tu fais pour établir un rapport de force? Un rapport de force objectif. Regardez, par exemple, souvent j'entends des intellectuels dire on ne veut pas de la France, mais en même temps on tend la main à la Russie. Moi je pense qu'il ne faut pas se voiler la face. On ne quittera pas on ne déshabillera pas Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, l'influence de la Russie vient simplement pour équilibrer un peu les rapports de force. Voilà, c'est tout. De façon à ce que les nouvelles élites comprennent qu'on peut être autodéterminé, on peut être indépendant au sens plein du terme, à condition de pouvoir dire à la France, oui, il fut un temps on a été colonisé, mais ça suffit. Les armées françaises,
comment dire, le franc CFA. Voilà. Toutes Vous avez ces... évoqué tout à l'heure l'armée française. Oui. Il y a quelques jours, la France ne voulait pas quitter la France. On parle des armées françaises. Et Emmanuel Macron l'a dit tout récemment, oui, on a beaucoup aidé la France. Que les Français ne sont plus prêts à mourir pour l'Afrique. Ça a choqué beaucoup d'Africains. Et finalement, quelques jours, l'armée française commence par quitter le Niger après cette résistance de l'Afrique. Est-ce que c'est une victoire? Victoire pour l'Afrique, mais une grosse humiliation pour la France. Et c'est pour ça que je dis à la France, après avoir colonisé des pays, il ne faut pas ressortir de ces pays-là pratiquement avec l'humiliation. Courage de dire, oui, nous avons colonisé ces pays. Aujourd'hui, ils ont atteint une vitesse de croisière où ils veulent prendre leur pure indépendance, leur totale indépendance. La France doit pouvoir savoir se retirer. Mais si elle ne le fait pas, ce sont des jeunes militaires comme ça qui vont la faire partir. Même si nous ne sommes pas d'accord en tant que démocrates, en tant que militants des droits de l'homme. Mais parfois, on n'a pas le choix. Puisque la plupart de ceux qui dirigent, eux-mêmes sont de connivence avec la France. Moi, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui encore la veut. Donc l'Afrique n'est pas capable d'avoir une monnaie à elle. Le franc CFA, on va rester avec le franc CFA à vie. À un moment donné, si aujourd'hui les dirigeants actuels ne peuvent pas le faire, demain il y aura des nouvelles élites qui vont l'imposer. Sans langue de bois, oui? C'est beau ces discours. Comment un Africain lambda peut aider ces chefs d'État qui sont courageux maintenant à progresser, à avoir établi au moins, mais surtout, un rapport de force sur tous les plans? Oui. Des beaux discours, oui, mais qu'est-ce que nous faisons? Moi, je pense que la prise de conscience a commencé. Parce que si Assimi Goïta parle au nom du Mali en considérant qu'il est soutenu par les Maliens, il sait que s'il fait une erreur, le même peuple qui l'a soutenu peut aussi le vomir demain. C'est ça. Donc, et ce que je dis du Mali, c'est valable pour le Burkina, pour la Guinée, et comme pour le Niger, même pour le Gabon. Aujourd'hui, on a vu un militaire, le responsable de la garde présidentielle, qui a renversé M. Bongo. Ok, on a pris acte, surtout qu'il n'y a pas eu de Premier ministre qui est civil. Bon, maintenant, si lui considère que c'est son tour, je parle du putschiste, du militaire, et que c'est son tour, et qu'il va rester là pour se faire élire, ne plus vouloir partir, demain, il risque de lui arriver ce que lui-même il a reproché au Bongo, à la famille Bongo. Moi, je pense que l'Afrique a tout. L'Afrique a des cadres, des intellectuels. Il appartient à ceux-là de prendre leurs responsabilités. Prendre les responsabilités, ce n'est pas prendre les armes, mais c'est d'avoir des discours et être opérationnel, avoir des idées progressistes, des idées révolutionnaires, pour que nous puissions couper le lien avec l'ancienne puissance coloniale et s'assumer nous-mêmes, et nous assumer nous-mêmes. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, moi je voudrais dire que quelque part, oui, on n'a pas eu le choix, on n'a pas eu à décider, ils ont fait des coups d'État, etc. Maintenant, si c'est pour retourner, rester encore sur nous-mêmes, ne pas avancer, c'est qu'on n'aura rien fait du tout. Tout à fait. Et c'est très bon, ces discours. Merci. Bon africain. Il faut parler, mais il faut agir. Oui. Alors, Dr Boga-Sako, je rappelle que vous êtes en Suisse, à Montreux. Si. Derrière nous, on voit le lac très beau. Oui, magnifique. Oui, magnifique. On voulait voir aussi cette Afrique comme ça. Alors, on a beau critiquer la France, on a beau critiquer les États-Unis, on a beau critiquer ça. L'Africain ne se remet pas en cause. C'est ce qu'on se dit aussi des Africains avertis. On crie beaucoup, mais on ne travaille pas. Alors, que direz-vous pour conclure cette entretien exclusive, puisque vous êtes de passage ici en Suisse? C'est ça. Dr Boga-Sako. Moi, j'ai beaucoup d'espoir. C'est vrai que j'ai vécu ici pendant 10 ans d'exil dans l'Europe. J'ai fait Genève, on est venu manifester devant à la place de la paix, à Genève, pour que notre pays soit libéré, etc. J'ai fait les États-Unis, etc. Tout ce qu'on voit ici, on peut l'avoir en Afrique. Tout dépend des Africains eux-mêmes. Et si les élites, les cadres, vous et moi, on n'est pas capable de dire à nos dirigeants qui donnent dans la dictature, qui donnent dans la multiplication des mandats, qui donnent parfois dans le sentiment de mourir au pouvoir, comme c'est le cas au Cameroun, si on n'est pas capable de le leur dire, nous serons complices de tous ces dirigeants-là. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut que nous prenions notre destin en main. Macron n'avait même pas encore 50 ans. Quand on voit cette révolution dont vous avez beaucoup tout à l'heure sur les réseaux sociaux, mais est-ce que l'acte sur le terrain, est-ce que ça se fait? Mais oui. Vous êtes maintenant basé à Abidjan, Côte d'Ivoire. Mais c'est pour ça que la prise de conscience n'est pas encore effective sur les réseaux sociaux. Mais il faut qu'il y ait des cadres, des élites capables de l'assumer. Parce que j'ai dit dans mon livre, dont je parlais tantôt, Afrique Liberté, que les dirigeants là, ceux qu'on appelle les dictateurs, là, ils ne dirigent pas seuls. Il y a autour d'eux
élites, des intellectuels, des cadres. Donc la responsabilité nous incombe. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je sais que tout ce qu'il y a aujourd'hui dans l'Occident, on peut l'avoir en Afrique. Tout dépend des Africains eux-mêmes. Tout dépend de nous. Donc aujourd'hui, même si on n'applaudira pas les putschistes qui renversent les différents dirigeants au Mali, au Niger, au Gabon, au Togo, je ne sais pas à quel mandat il est maintenant, à son quatrième mandat. Voilà. Donc des gens qui disent qu'ils sont des démocrates, qui font 2 mandats, 3 mandats, 4 mandats, etc. C'est tout ça qui retarde l'Afrique. Mais tout dépend de nous pour faire changer ces choses-là. Et moi j'ai beaucoup d'espoir. Une fois que nous aurons pris conscience de cela, mais l'Afrique va se transformer. Et je termine toujours par là, nous n'avons rien contre la France, nous n'avons rien contre les Français, mais à un moment donné, la colonisation, c'est terminé. Il faut que vous perpétiez aux Africains de prendre leur destin en main pour qu'on ait pour à mourir à Lampedusa, sur l'île de Sicile, à venir en Europe, comme si l'Europe c'était l'Eldorado. C'est ça la réalité. Là, d'ici, après la Suisse, je pars en Italie pour voir mes compatriotes qui meurent. Plein d'Ivoiriens meurent dans la mer parce qu'ils veulent venir en Europe. Et pourtant, on dit que mon pays est émergent. Et pourtant, on me dit que mon pays évolue. Donc, entre les discours et la réalité, c'est 2 choses. Moi, je pense que tout ça va changer si nous prenons conscience. Et j'ai dit. Merci beaucoup, Dr Boga-Sako. Bon retour à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Merci également à vous qui nous avez suivis sur Canal K, sur Radio Avouleté, qui me dit le combat. Allez, on finit toujours, ou on conclut toujours, par à nous souvenir de ce message fort de feu Thomas Sankara qui nous disait: l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend l'affranchir. Thomas Sankara a rachidé en disant que seule la lutte libère. Merci. La résistance continue.